Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Confs d'université. Pour la deuxième fois, je reçois le docteur Aziz Meddahi, pédopsychiatre initialement, installé à Soukaras et qui est régulièrement invité dans mon émission et ailleurs. Je dirais que la toxicomanie est un tabou qui se démocratise. Alors, après les tabous linguistiques que nous avons vus avec docteur Wassila Anani, une de tes confrères, un autre mur du silence, celui de la toxicomanie, ce tabou qui se banalise, qui s'installe, parfois même qui amuse. Ah, tu es bien placé pour le savoir. En France, 21 millions de personnes ont déjà consommé du cannabis, 900 000 chaque jour. En Algérie, on parle de 34 000 jeunes en soins dans les centres d'addiction en 2023, mais le chiffre est sous-estimé certainement. Derrière ces chiffres, il y a des voix, il y a des vies, il y a des histoires étouffées et surtout des familles brisées. Mais les tabous ne se cachent pas seulement derrière les chiffres, ils se nichent dans les mots. Et c'est le propre de cette intervention. Dire toxicomane, dire addict, dire mudmin, ce n'est pas neutre. Dire plaisir récréatif, gossara, consommation légère, c'est déjà minimiser le danger. Nos mots façonnent nos perceptions, nos représentations. Nos mots créent la réalité. Et quand on ne nomme pas, on prolonge la souffrance. Alors le psychiatre voit le silence comme un symptôme, peut-être tu me confirmeras. Le linguiste, lui, y voit un discours empêché, une silenciation sociale. Mais tous deux rappellent que le soin commence par le dire. Nommer, c'est exister. Parler, c'est résister. Alors ce soir, nous aurons cet espace de parole entre langue, société et psyché pour comprendre comment nos mots, nos silences et nos tabous dessinent les frontières du soin. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de faire le tour de la question, mais modestement, avec l'expertise de Dr Meddahi Aziz, spécialiste en psychiatrie, en pédopsychiatrie et avec une certaine expérience de l'être humain de manière générale, nous essaierons de vous apporter un petit éclairage à cette problématique de plus en plus taboue. Et on a l'impression que plus elle prend de l'ampleur et plus le tabou augmente. Parole. Merci, mon ami Wajir, de m'avoir invité une deuxième fois. Et tout d'abord, donc, parler de toxicomanie, c'est pas un sujet uniquement Alors, qui docteur concerne. Medder est un peu plus fort. D'accord, d'accord. Donc, j'ai dit merci, docteur Wajir, de m'avoir invité, ça une deuxième fois. La première fois, comme tu l'as bien souligné, c'était sur les tabous en général. Aujourd'hui, un autre tabou un peu particulier. Parler de la toxicomanie, ça touche pas uniquement la psychiatrie. Certes, la psychiatrie au premier plan, ça touche aussi la sociologie. Quand je dis la sociologie, ça veut dire la famille. C'est la micro-société. Ça touche la culture. Donc c'est un sujet très, très, très vaste. Ça touche aussi la loi. La loi, parce qu'il y a des limites, il y a des... Bon, bref. Qu'on ne peut pas dépasser, effectivement. Oui. Donc nous, on va essayer de parler du côté psychiatrique, sans oublier le côté sociologique, parce qu'il y a une intrication. Mais la toxicomanie, tout d'abord, elle a existé depuis l'existence de l'humanité. Maintenant, à chaque période, il y a des produits, des produits qui persistent jusqu'à nos jours. Il y a des produits nouveaux. Moi, ce qui est inquiétant beaucoup plus dans la toxicomanie, c'est beaucoup plus les produits synthétiques. Ah, alors explique-nous ce que c'est que les produits synthétiques. C'est les drogues synthétiques, la morphine synthétique, le fentanyl qui fait des ravages aux USA. Tu sais bien qu'ils viennent Oui, du Mexique. oui. Il y a l'ecstasy.
C'est un amphétamine qui est très, très dangereux. Sans oublier, bien sûr, tous les psychotropes. Ça, c'est parce qu'il y a deux types de drogues. Il y a les drogues naturelles, donc le cannabis, les feuilles de coca, la cigarette, l'alcool, mais aussi les drogues synthétiques. Le sucre, Aujourd'hui, il y a aussi le sucre. on va passer tout à l'heure sur les jeux aussi, hein. Hein? Oh, et les jeux, effectivement, c'est Ah une ouais, addiction. il y a des C'est une addiction. comportements, des Oui, oui. comportements addictifs. Il y a des comportements addictifs. D'accord. Donc, il y a au jour d'aujourd'hui, la majeure partie des toxicomanes touchent à des drogues synthétiques. Ces drogues synthétiques, la dépendance est accrue, le sevrage est difficile, la prise en charge est un peu compliquée. Ouais, D'accord, parce que si on parle des différents types de drogues, il y a trois types de drogues. Donc, il y a les sédatifs. Ça dépend le sujet, qu'est-ce qu'il cherche. Il y a les sédatifs, il y a les excitantes et il y a les hallucinogènes. Le LSD notamment, qui est connu. Euh, donc, la caféine fait partie des drogues excitantes, hein, le tabagisme aussi. ah oui, bien sûr. Et là, il y a le phénomène de la puff qui prend de plus en plus d'ampleur chez les plus jeunes. Alors, je ne sais pas en Algérie dans quelle mesure ce phénomène il est inquiétant. En France, les jeunes, quand je parle de jeunes, c'est 14, 15, 16 ans, ils commencent à avoir des maladies du poumon comme semblables à celles d'une personne d'un certain âge avec beaucoup d'années de cigarettes. Oui, mais le problème qui se pose tout d'abord, il faut savoir que le toxicomane, ce n'est pas un malade. Il faut Ah, pas le stigmatiser. Ce n'est oui, pas un malade. Parce que dire que c'est un malade, c'est on l'a stigmatisé. Parce que celui qui s'adonne à des stupéfiants, en fait, il n'a pas de maladie. oui, Parce que comment est-ce qu'on devient toxicomane? C'est la rencontre d'un individu avec un produit à un moment donné. C'est les trois critères. pardon? C'est la rencontre d'un individu Oui, avec un produit oui, à un certain moment de sa vie. c'est effectivement. Pourquoi certains deviennent toxicomanes, d'autres non? Ouais. Donc, il y a des facteurs intrinsèques, évidemment. Alors, tu Euh, penses que certains sont plus disposés à être toxicaux que d'autres? il y a des facteurs de personnalité. Il y a les facteurs liés à l'environnement, Ouais, la faune notamment, le milieu dont on baigne. Parce que généralement, quand est-ce qu'on touche à ces produits? C'est à l'adolescence. ouais. Alors, ça dépend des milieux, ça dépend. Alors, en France, c'est plus le milieu artistique, le milieu de la télé, où ils sont plus. Voilà. Il y a aussi l'adolescence où on découvre et on se découvre, et il y a aussi Et le contexte. les artistes, c'est un sujet un tout petit peu à part parce que les artistes, des fois, ils prennent des produits excitants pour stimuler la production. Mm, D'accord? mm, Donc, c'est stimuler le psychisme. mm, Vous savez, moi, j'ai eu une fois affaire à quelqu'un c'est un artiste, hein. mm. Quelqu'un qui fait de la coca. Oui, Donc, quelqu'un qui a été au contact de la coca et c'est quelqu'un aussi qui a été au contact du cannabis. Donc, la différence entre le cannabis, le cannabis, il te permet de te dissocier avec toi-même. ah oui. Ouais. Il crée un schisme à l'intérieur de la personne. Oui, tu sens que ton corps et ton psychisme sont séparés. Ça permet un tout petit peu d'oublier. Mais non, ça stimule la productivité. On ne pourra jamais éradiquer la toxicomanie, ça c'est pas possible. Et tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant en préambule, tu as dit que c'était lié à la culture, c'était lié à la société
Ouais, Et bien, si c'est la culture et la société, c'est que c'est la langue. Et donc, moi, j'aimerais... Alors, comparaison n'est pas raison, mais ouais, euh, si on aborde la toxicomanie ou la drogue dans deux cultures différentes, ouais, par exemple en France et en Algérie, puisqu'on est sur ces deux rives-là. En France, le lexique, il porte sur, alors en fonction des catégories sociales, il porte sur un lexique de l'addictologie. On parle de réduction de risque, on parle de substitution, de prise en charge. Je pense que c'est ce que tu essayes de faire, toi, à ton niveau, en Algérie. Et donc, tu adoptes un discours clinique et rationnel, donc audible et constructif pour le patient. Mais quand le champ lexical dominant reste moral et social, hein, on parle de hchouma, on parle de déshonneur et d'autres types, d'autres mots de ce type-là. Et donc le silence, il y a une fonction de protection. Le fait est de ne pas nommer l'addiction, c'est éviter ce genre de mots teintés de morale. Donc, il évite la honte, il empêche la prévention. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc, ouais. la langue comme la langue arabe, la langue berbère, le français ne nomment pas la dépendance de la même façon. Donc, et chaque langue transporte un jugement implicite. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça. Non, c'est, juste une parenthèse pour parler du contexte culturel. Je vais te donner deux exemples. Si tu prends le Yémen, Oui. le khat, il est mâché par toute la population. Le? Le khat, C'est quoi ça? c'est comme le cannabis, c'est des feuilles qu'on mâche. D'accord. Il y a un autre exemple en Colombie. En Colombie, tu sais que dans les années 60, 70, les années 80, bon, parce que la Colombie au jour d'aujourd'hui, donc il commence à mettre un peu de l'ordre en ce qui Hmm, concerne le trafic de drogue et hmm. tout. Chez les femmes qui travaillaient leur champ avec leurs enfants, toutes ces femmes et leurs enfants mâchaient des feuilles Bah, de coca. c'est vrai. Et le jour où on a éliminé ces champs, donc on a rasé tous ces champs où on cultivait la coca, les femmes se plaignaient d'une certaine asthénie, d'un certain pragmatisme, et leurs enfants, le rendement scolaire a énormément diminué. Et c'est les femmes qui mâchaient ces feuilles, leurs enfants les mâchaient, et personne ne les a étiquetés de toxicomanes ou Donc, d'addicts. il y a cette dimension culturelle et linguistique qui appose sur le consommateur cette honte ou pas. C'est que tu sais, Roger, dans les sociétés modernes, Hmm. quand on est dans la société moderne, essaie de mettre des lois, de quadriller la société, de mettre des normes à une société. Et ces normes sont contraignantes pour l'homme. Ouais. Quand on vit à la campagne, la vie à la campagne, elle est Hmm. souple par rapport à la vie en ville. C'est vrai. Amin Malouf, dans l'un de ses livres, il disait que la campagne t'offre la sécurité. C'est Parce que la vrai. sécurité, c'est important. Mais il n'y a pas le confort à la campagne. C'est vrai. La ville, c'est le contraire. La ville, elle t'offre le confort, mais elle t'offre l'insécurité. Et c'est cette insécurité qui te pousse à aller à chercher des produits. Il y a l'alcool. Ouais. En Europe, en Algérie, donc, tu sais bien que l'alcool, il se vend pas comme il se vend en Ouais. Europe. Mais le nombre de jeunes qui prennent de l'alcool en Europe, c'est un chiffre qui évolue en courbe exponentielle. Oui. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi ils s'adonnent c'est pas un fait du hasard. C'est pas par plaisir qu'on se met dans les boîtes à se mettre à boire. Oui. Il y a un malaise intérieur. C'est ce malaise qu'on essaie de colmater. Et est-ce que c'est lié à l'urbanisme, tout ça? Tu penses que c'est lié à l'urbanisme, ces phénomènes-là de dépendance, Vous comme savez, tu d'autres? sais que notre nature, on est anxieux. Hmm. On est anxieux. La nature d'un être humain, il est anxieux. Et
et le travail. Hmm. Les gens qui travaillent essaient de métaboliser cette anxiété dans l'activité euh, quotidienne. Ouais, dans la mesure du possible, effectivement. Bah ouais. C'est, on Et, essaie. et toi, alors sur un plan purement linguistique, est-ce que dans tes interactions, est-ce que tu essaies de créer un langage de la santé mentale, tu vois, qui traverse un peu ces frontières culturelles, qui essaye de dépasser un peu les tabous, tu vois, le bahd, le hchouma, parce que les patients, ils viennent avec ce poids culturel. Tu vois, ces familles brisées, les mots des voisins, les mots de la famille. Et quelquefois, c'est des gens très bien qui tombent dans l'addiction. Donc, c'est des gens qui sont pas préparés à ce type de regard. La toxicomanie donc touche toutes les tranches, toutes les franges de la société. Ouais. Touche le riche, le pauvre, le démuni. Donc le problème, c'est la stigmatisation, parce que dire que voilà, c'est un toxicomane. Donc déjà, il est rejeté. Ouais. Il est rejeté. Tu portes atteinte à la famille, tu portes atteinte à les valeurs. Ouais. Moi, quand je reçois le toxicomane, je lui dis une chose. Je lui dis, tu n'es pas malade. Ouais. Je lui dis, on se met d'accord. Toi, Ah tu n'es oui. pas un. Parce que si je le prends en tant que malade, il va me poser la question, docteur, est-ce que je suis guéri? Alors, tu préférais, toi, idéalement, le patient idéal qui te dise je suis malade ou je suis accro? Moi, je lui demande d'emblée, Ouais. en quoi puis-je être utile? Ouais. Comment je Ça peux pose- t'aider? ça Dans quelle pose- mesure je peux t'aider? Donc, Ouais. si c'est un malade, il a des troubles, donc on va aller dans le sens de la maladie, donc c'est clair. Ouais. Mais si quelqu'un me dit, je m'adonne à des produits, ah, mais je lui dis, bon là, je lui dis, bon là, toi, tu n'es pas un malade. Ah, on va se mettre d'accord, tu n'as pas une maladie. Toi, c'est quelqu'un. Aziz, donc le premier remède, c'est les mots. Bah oui. Donc, en fait, tu commences, tu es un linguiste, tu commences par les mots. Quand tu lui dis déjà, tu n'es pas malade, il est rassuré. Je lui dis, toi, tu te donnes à des produits pour une raison, pour une autre, peu importe, on le saura après. Ouais. Mais moi, je suis là pour t'aider. Ouais. Le plus gros travail, c'est à toi de le faire. Tu vas traverser un chemin qui est émaillé d'embûches. Moi, je vais t'aider pour ne pas tomber. Là, je suis là pour ça. Mais Mais moi, je dois. c'est intéressant, Aziz, parce que, tu vois, on montre que les mots activent différentes zones cérébrales. Et se dire perdu, se dire avoir attiré la honte à la famille, etc., va activer des réseaux dans le cerveau associés à des choses négatives, tu vois. Et être dans le positif, dans les mots positifs, lui dire que tu es malade, que c'est juste une maladie, que tu peux guérir, etc., grâce à toi-même, tu actives d'autres zones du cerveau, des zones plus positives qui vont lui permettre de se relever plus facilement. Donc tout commence par les mots. Et de manière générale, qu'on soit psychiatre ou enseignant ou chercheur ou homme politique, on sous-estime le pouvoir des mots. Ah Et oui. beaucoup de gens, tu sais, dans la vraie vie, ils se Ah, font moi, passer pour des gens francs, des gens entiers qui disent la vérité, et ils sous-estiment l'impact, tu vois, l'impact de leurs mots, surtout si c'est des personnalités, des figures d'autorité, ils sous-estiment l'impact des mots sur les personnes, ah oui. tu vois. Ah oui, la magie Et des. quand tu es enseignant, quand tu es médecin, quand tu es, alors à plus forte raison, psychiatre, tu connais, tu maîtrises les nuances des mots beaucoup mieux que moi dans ton domaine, il faut faire attention aux mots qu'on prononce. Ah oui. Tu sais ce qu'on disait quand on était dans la formation. Donc, on n'est plus dans la formation. Ouais, Aujourd'hui, on est plus dans la formation. Les premiers résidents, quand ils viennent en psychiatrie, parce que la psychiatrie est une spécialité un peu particulière, elle est au carrefour des sciences humaines. ouais. À Donc, cheval sur l'un et sur l'autre. la première chose qu'on leur dit, quand tu sais pas quoi dire à un patient, tu te tais. Et Ouais. le silence pour nous est un langage. Oui, 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 C'est un complètement. langage. Donc, Complètement. donc quand tu me poses une question et je me tais, donc quelque part j'ai répondu. Mais à Ouais. toi de lire mon silence. Ouais, ouais. Mais c'est important parce qu'en sciences du langage, quand en première année ou en deuxième année, quand on aborde la linguistique, on parle du signifié et du signifiant.
Tu vois, Et- le ouais. signifiant, c'est le corps et le signifié, c'est le sens. Et Ah on ouais. oublie, bon, on le voit plus tard dans les séminaires de master en analyse du discours, et on oublie de dire que les silences sont des signifiants à part entière et des Ouais. signifiés à part entière. Tu vois, et on le voit dans le discours politique. Dans le discours politique ou dans le discours, dans les discours graves, dramatiques, que les silences ont plus de sens, ont plus d'effet, plus d'impact que les mots. Et c'est très intéressant ce que tu es en train de dire là. Le silence est signifiant en soi. Ouais. Tu sais, ben, même l'enfant, quand il commence à développer son langage, Oui, avant le langage, il découvre l'objet, oui, et après qu'il met un mot sur cet objet. Et dans toutes les thérapies en pédopsychiatrie, on essaye de suivre, si j'ose dire, la physiologie, mais le développement psychologique, entre guillemets, normal. ouais, Par exemple, je donne une boîte de couleurs à un enfant de 3 ans qui n'a pas de langage. Je lui dis pas ça c'est du jaune, ça c'est le rouge, ça c'est le vert. Donc je le laisse utiliser ces couleurs. Avec le temps, il va utiliser une couleur plus par rapport à l'autre. Et là, qu'il va essayer de la différencier. Et comment est-ce qu'il va la différencier? Il faut mettre le mot, ouais. Les mots. les mots. On Donc, revient aux mots. ben ouais, c'est ça ce que tu disais, le signifiant et le Ouais. signifié. Donc, découvrir l'objet. Alors, c'est important. Et moi, je vais me mettre du côté du consommateur. Alors, je rappelle que je n'ai jamais touché aucun produit stupéfiant de quelque nature qu'il soit, mais je vis dans une société, dans des sociétés, même je suis au carrefour de plusieurs sociétés. Je suis pas un trait d'union, mais je suis au carrefour de plusieurs sociétés. Et on entend souvent des mots pour simplifier, pour banaliser. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un, non, faut caler, que c'est pas bon, il te dit, mais et tout le monde consomme un peu. Tu vois, cette banalité du discours. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça le danger. Tu as même des parents, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, en France ou dans n'importe quel pays, tu as même des parents pour se rassurer, ils te disent, ouais, mais tout le monde consomme. Ou le consommateur lui-même te dit, ouais, mais bon, tout le monde consomme un peu. Tu vois, le mot addict en France a envahi le langage quotidien. Tu vois, on dit addict au sport, addict au sucre, addict au travail. Tu vois, ça devient presque un mot un peu sexy. C'est une sorte d'inflation linguistique. euh, Elle dévitalise le mot. Tu vois, il y a un glissement sémantique du mot addict. Tu vois, la dépendance devient un style de vie, hein, presque une qualité. Tu vois, tu es addict au travail. Donc le résultat, c'est quoi? La frontière entre usage et danger, ça devient flou. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et, et c'est très important que des spécialistes du discours, donc toi, toi en premier lieu, puisse faire de la prévention et déconstruire. Tu vois, par exemple, le terme addict en France, c'est un terme complètement désémantisé. Il n'a plus de sens parce que celui qui fait du jogging 10 kilomètres par jour et celui qui travaille beaucoup et celui qui consomme de la drogue et celui qui consomme du sucre, on est bien d'accord que le sucre est une addiction, mais c'est pas la même addiction que... Donc, l'idée, c'est comment restaurer le poids des mots, tu vois, sans retomber dans la stigmatisation. Oui, la chose n'est pas aussi simple que ça, parce que, tu sais, quand on dresse des limites, quand on dit addictologie, toxicomanie, dépendance, Ouais. quand ça tombe dans les oreilles d'un adolescent. Mm. Un adolescent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime défier les lois. Ouais. Voilà, parce que au jour d'aujourd'hui, quand tu allumes la télévision, tu lis un journal, tu allumes la radio, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle d'addictologie, de toxicomanie, l'addictologie au portable, aux réseaux sociaux, Ouais. aux jeux électroniques. Donc, quand ça tombe dans les oreilles d'un adolescent, Ouais. qu'est-ce qu'il va se dire? Je, je vais voir qu'est-ce que c'est. L'adolescent, c'est quelqu'un qui aime défier les lois. Tu sais, un adolescent, si tu lui dis, attention, il ne faut pas nager là-bas, c'est dangereux, il y a des rochers, il ne faut pas plonger. Donc, c'est ça. Donc, il va aller, il va plonger, il va revenir, il va te dire, tu vois, j'ai plongé, toi, tu as peur, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de danger. C'est vrai. C'est quelqu'un ouais, donc, le poids des mots. Et Ouais. il y a autre chose, peut-être, ça, c'est ma vision personnelle. D'accord? Moi, c'est ma vision personnelle.
euh, des fois, j'essaie de sortir du cadre académique pour voir les choses plus clairement. Oui, Maintenant, moi, je démarre du principe que tout produit naturel ne peut être que utile pour le corps. Le problème qui se pose, c'est la quantité. oui, Parce que en pharmacologie, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui différencie une drogue d'un médicament? C'est ouais, la dose. c'est la dose, oui, oui. C'est la Puis dose. en homéopathie, c'est encore plus grave parce que ce que différencie le poison du médicament, c'est aussi la dose. Ah ouais. Donc tout est question de dosage finalement. Moi, ce que je fais avec mes patients, j'essaie déjà de les déculpabiliser. Tout le monde peut toucher à ces produits. Ouais, Moi, je lui dis déjà au départ, tu ne sais pas utiliser ces produits. ouais, Si on essaie de diminuer, ouais. Donc en fait, tu développes un espace d'écoute. ben oui, Ouais, parce que si déjà tu lui dis, bon, comment que tu es devenu toxicomane, tu sais que c'est dangereux, tu es en train de jouer avec ta santé, ouais, le discours moralisateur du papa, ça marche pas. il va plus revenir. Ouais, Il va plus ça marche revenir. pas. Parce qu'on ne peut pas, tu parlais tout à l'heure de la prévention, on ne peut pas faire la prévention par le danger, par C'est le vrai, risque. Tout le monde sait les risques de la coca, tout le monde sait les risques du crack, tout le monde sait c'est vrai. donc tout le monde le sait. Mais si tu lui dis, bon, tu as rien appris, tu lui apportes rien du tout. Ouais, ouais, ouais. Et ce n'est pas aussi la loi. On ne fait pas la prévention avec la loi. Oui, la loi sanctionne. C'est vrai que la prévention et la loi sont des choses complètement différentes. Ils sont diamétralement opposés, donc Mm. on ne peut pas faire de prévention avec la loi. Moi, je préfère responsabiliser celui qui s'adonne à ces produits. Ouais. Je reçois des fumeurs qui fument. Moi, je vais te raconter une anecdote. Une fois, il y avait un jeune qui prenait 12 verres par jour. Un jeune de 25 ans, 26 ans. Sa maman qu'elle a amené. Donc, elle était vraiment anxieuse. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, bon, tu consommes 12 bières. Hein. Je lui ai dit, bon, j'ai appris à comment prendre de la. Je ne suis pas amateur de bière. Hmm. Je lui ai dit, quand tu prends la bière, il ne faut pas prendre en groupe. Donc, tu as l'habitude de prendre 12 canettes. Je lui ai dit, à partir de demain, je t'autorise à prendre 10 bières. Quand tu prends tes 10 bières, ne les consomme pas rapidement. Parce que quand on consomme, si tu prends la canette et tu le bois rapidement, elle n'a pas d'effet. Voilà, il faut prendre la siroter comme on sirote un café. Ouais, Donc, je l'ai pris sur une période de 3 mois, je crois. Donc, à ouais, chaque fois quand il vient, chaque mois, il revient, je lui dis, bon, il me dit, je suis à 10 comme tu m'as dit la dernière fois. Donc, je lui dis, bon, cette fois-ci, on va descendre à 8. L'autre fois, je lui dis, bon, on va descendre à 6. Et quand on est arrivé à 2 bières, donc la maman était présente. Je lui dis, tu as 2 bières. Si tu veux les prendre, tu les prends. Si tu veux les abandonner, tu les abandonnes. Ça, c'est ton problème. Moi, je t'ai ramené une consommation qui n'est pas nocive parce qu'avant, c'était un peu exagéré, 12 billets chaque jour. Mais quand tu es à 2, maintenant, je lui dis, si tu vois que c'est utile, tu es légal, si tu peux t'en passer, tu t'en passes. Si tu veux les prendre de temps, parce qu'il ne faut pas jouer le rôle du religieux aussi. oui, c'est pas ton rôle. Après, c'est à lui de voir une personne dans le métier et la morale et d'essayer de travailler avec lui pour le convaincre sur le versant moral. Tu sais que statistiquement, tous ceux qui arrêtent la cigarette d'un seul coup, après une année, ils reprennent tous la consommation. Ouais, Et des fois, c'est moins d'une année s'il y a un événement frustrant. hmm, ouais, Mais par contre, si tu lui apprends à diminuer la cigarette progressivement, moi, ce que je demande, surtout en ce qui concerne la cigarette, je lui dis, que quand tu prends une cigarette, tu essaies de parler à cette cigarette. Tu parles à la cigarette. Tu lui dis, écoute, je vais te fumer quand j'ai envie de te fumer. C'est pas à toi de me dire fume-moi. ouais, Donc c'est toi l'acteur.
Et là encore, tu es dans le mot et dans l'activation des zones du cerveau Bah nécessaires ouais, pour reprendre le dessus, pour ouais, reprendre la main sur sa vie. ouais, je lui ai dit, tu es le maître. Ouais. Pas ce bout de cigarette qui va te guider, qui va te dire ce que Est-ce tu dois. que le niveau d'instruction ou peut-être le niveau culturel, parce que peut-être des fois le niveau d'instruction ne veut rien dire. On peut être face à Ouais. quelqu'un qui a bac plus 10 et qui n'a pas la culture nécessaire. Mais on va dire le niveau culturel, le Ben, niveau de culture générale. Est-ce qu'il impacte le travail du psychiatre pour sortir de l'addiction? ah oui, c'est important. Le niveau intellectuel, les cognitions en général, c'est très très important. Il faut qu'il y ait une certaine insight, donc une certaine introspection, une certaine remise en cause. On peut faire un travail parce que le psychiatre il est là comme ton miroir. Ouais, Si tu n'as pas le courage de te regarder dans une glace, le miroir ne peut rien te faire. ouais. Nous, quand Donc on c'est est le là, lieu où tu passes du silence imposé par la société à la parole attendue par le soignant. ben ouais, ben ouais. Et la parole, elle est libératrice. Ouais. Et c'est la parole qui libère, parce que le sujet doit plonger dans son passé, doit plonger un tout petit peu dans sa petite enfance Mm. pour essayer de trouver ces angoisses qui sont en train de le guider de façon Et aveuglement. au regard des dernières découvertes sur les hormones, sur la gestion des hormones, avant on parlait que de diabète, maintenant on parle de résistance à l'insuline. Ça n'a rien à voir, mais pour te dire que le fait est d'avoir poussé les recherches et donc les connaissances sur les hormones, eh ben on se débrouille un peu mieux pour gérer les addictions. Est-ce que c'est vrai? La dictologie, c'est beaucoup plus Alors, c'est quelle euh, hormone en général? Quand c'est des drogues basiques, la c'est la dopamine, la dopamine, dopamine. c'est La plus la dopamine. dopamine? Toutes les drogues, Hmm. toutes les drogues, exception faite des tranquillisants. Ouais. Les benzodiazépines, ils ont une autre action, mais quand je parle la cigarette, ils ont les récepteurs nicotiniques, mais ils agissent aussi sur la dopamine. Mais si tu prends le LSD, la coca, le hash, elle augmente le taux de dopamine. D'accord. Et quand il y a un sevrage, le taux de dopamine, enfin ce que disent les études, chute de 80%. C'est pour ça qu'il y a, il y a ces symptômes de dépendance, des symptômes de tremblement, d'apathie, d'angoisse, de nausée, de vomissement, d'irritabilité, Et d'instabilité. c'est lié à la dopamine. C'est la dopamine. C'est l'hormone du Quand ça désir. baisse, quand le taux de dopamine baisse, ça crée ces Ah ouais. symptômes-là. Ah bah oui. Et D'accord. quand c'est parce que la dopamine, elle est sécrétée par les neurones, par les neurones. Et son rôle, elle joue un rôle très très important dans la motricité. Quand D'accord. tu prends le parkinsonien, c'est un déficit en dopamine. D'accord. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand je t'ai dit tout à l'heure, les gens qui prenaient de la caféine, du cannabis, donc il y a un excès de dopamine, ils sentent cet état de bien-être. Hmm. Et sur un plan biochimique, c'est à peu près la même chose que manger une tablette de chocolat, j'ai envie de te dire. Hein, je prêche pour ma paroisse. Ouais. Oui, c'est donc remplace ça par du chocolat. C'est Oui, mais quelque part, dans cette vie, il y a des tensions, qu'on le veuille ou pas, qui sont indépendantes de notre volonté. Et il faut avoir une soupape dans la vie. Hmm. Mais il ne faut pas que ça soit une soupape qui est plus nocive que l'angoisse. Qui? Qui est plus nocif que Ah, que l'angoisse. l'angoisse elle-même, effectivement. Ben oui. Ben oui, il faut que. Oui, Parce que sans soupape, on risque d'exploser. C'est comme une cocotte minute. c'est vrai, c'est Chacun vrai. lui faut un vice dans la vie, mais il faut que ce soit un vice qui soit bénéfique, Ouais, pas nocif. ouais. C'est pour ça toujours, je me souviens je suis né dans un séminaire sur la toxicomanie l'année passée à Oran,
j'ai dit qu'il faut apprendre aux gens comment manier ces produits, parce qu'on ne peut pas lui enlever ce produit. On ne peut pas lui enlever euh, de façon autoritaire, autorité médicale ou autorité judiciaire ou autorité policière, mais déjà lui apprendre à les consommer de façon modérée, Ouais, peut-être, c'est un bah bon ouais, début. bah ouais. C'est Un si bon quelqu'un début. qui a l'habitude de prendre 5 joints par jour, moi je pense que s'il prend un joint, c'est déjà que j'ai fait un grand travail. Ouais. Quelqu'un qui prend 2 litres d'alcool, s'il arrive à prendre un demi-litre, c'est déjà, il y a un travail. Quelqu'un qui prend 2 litres de vin, Oui, si je lui apprends comment utiliser ces produits. On oui, parlait de la prévention. Parce que la prévention, c'est pas la loi, c'est pas l'interdit, parce qu'il va ouais, violer l'interdit. Et secondo, si tu vas lui dire que ces produits sont nocifs pour ta santé, ça donne ça, ça donne tout ça, il le sait. c'est Tout vrai. ça, il le sait. Donc lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des mots qui apaisent sa culpabilité. Ouais, c'est Parce que vrai. si, On bah parle ouais, pas assez de la culpabilité, effectivement. bah ouais, Ouais. bah ouais, parce que c'est elle quelque part qui détruit notre vie. Oui, 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 Et- c'est effectivement, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la culpabilité, c'est pas les personnes qui consomment au début ils le font de manière récréative, de manière sympathique, et quand ça devient une dépendance, ça devient un réel problème et une ouais. culpabilité à gérer. À un certain moment de la vie, donc, ils prennent tous conscience qu'ils sont sur une fausse route. Mm. C'est vrai, comme tu le disais au départ, c'est récréatif, donc parce qu'on s'initie à ces produits en groupe, généralement en groupe. Oui, C'est Et puis à un certain moment, quand on évolue dans la vie, quand on évolue dans les connaissances, quand on évolue dans l'expérience, on se rend compte que on s'adonne à des choses qu'on normalement on ne devait pas toucher, mais on est dans l'engrenage, donc il faut chercher de l'aide. Donc déjà quand ils viennent, il y a un discours qui cache une certaine culpabilité. Donc ils te disent, bon, parce que moi j'étais petit, je ne savais pas, c'est l'adolescence, et petit à petit, donc j'ai pris conscience, et quand j'ai pris conscience, c'est difficile de m'en passer, je ne peux pas m'en passer. et Et souvent, les parents s'en remettent euh, à un médiateur qui est souvent peut-être religieux, tu vois. ouais, Et alors, quand c'est bien fait, c'est très bien fait, voilà, et ils ont même plus besoin peut-être de venir vers toi. Mais quand c'est pas bien fait, ça accentue le poids de la culpabilité. Et c'est ça. généralement, oui, mais généralement le religieux, donc, il n'a pas la connaissance de la toxicomanie, il n'a pas la connaissance du psychisme, Ouais, 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 parce que, parce que quand on est quand on se gourre, quand on s'égare, on ouais, ne le fait pas volontairement. ouais, Il y a des connexions négatives dans mon cerveau qui m'ont poussé à faire des choses que normalement je ne devais pas faire. ouais. J'étais dans un moment euh, dans des repères qui m'ont conduit sur une certaine voie. Hmm. Euh, Parce que le, le religieux, il va évoquer quoi? Il va parler de l'illicite, c'est ça? Mais est-ce qu'à un moment donné de la thérapie, tu les renvoies pas, pour certaines personnes, quand c'est compatible, tu les renvoies pas vers la foi? Est-ce que Euh, ça ne peut pas aider? non, bah, non. La foi est un échappatoire. C'est une autre drogue, hein, sous une autre forme. Ouais. Ah ouais. Oui, Hmm. bah ouais, tu sais, les excès. À chaque fois que tu es avec quelqu'un, je ne parle pas d'une religion X ou Y, donc je parle Hmm. en général, Oui. même chez les bouddhistes, hein. L'excès de religion cache, Une culpabilité. bah oui. Ben, si je te raconte une anecdote, j'ai un ami, donc c'est un qui prenait chaque jour deux bières. Hmm. Pour vous te parler d'un truc culturel, hein. Hmm. Hmm. Un beau jour,
un beau jour, et il s'est levé, et un trait de génie a traversé son esprit. Il s'est dit pourquoi je ne mets pas à prier et je vais laisser ces faire. Donc, il y a quelqu'un la culpabilité qui l'a poussé parce qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et ben, il s'est mis à prier. Il a abandonné ses deux billes. Au bout de 6 mois, il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai une envie de prendre deux bières. Je lui ai dit, ben, tu prends tes... Ça ne saoule pas. Il m'a dit, mais je fais la prière. Et je lui ai dit, mais où est le problème? Je lui ai dit, qu'est-ce qui est logique? De faire ta prière. Donc tu es en accord avec ta conscience, avec ta religion, avec le bon Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Tu as fait ton devoir religieux. Et quand la nuit, tu prends tes deux billes et tu vas dormir et le lendemain, tu es à l'aise. Il m'a dit, il n'y a pas d'incompatibilité. Je lui ai dit, il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que je lui ai dit, toi, tu es en train de réfléchir autrement. Tu gardes ta prière, tu abandonnes ta vie, tu ne peux pas. Il y a une angoisse sous-jacente. Tu prends tes tu abandonnes ta religion. C'est le Voilà. dilemme. Ouais. Eh bien, je l'ai laissé. Donc, il m'a dit, donc, je peux les prendre. Tu dis, tu peux les prendre. Il m'a dit, je vais te demander l'imam, tu ne te demandes pas l'imam. Tu les prends. Ouais. Médicalement, moi, je t'autorise. Je suis le médecin, je t'autorise. Eh bien, au bout d'un certain temps, il a abandonné ses bières. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce Parce que que si tu lui avais opposé l'interdit total, il aurait peut-être, la soupape aurait. l'envie sera très grande. Il faut casser cette envie. Tu Ouais. sais, parce que ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain, chez chacun de nous, c'est de la physique, c'est des forces. Tu sais, une force A, ce qu'on a, ce qu'on nous a appris en physique au lycée, une force A, si tu lui opposes une force B, ça te donne une résultante. La force B ne peut pas annuler la force A. Ça donne une résultante et la résultante donne des dégâts. C'est comme quand tu es dans un véhicule. Mm. Quand le véhicule dérape, c'est une force A. Mais si tu le laisses, cette force va s'annuler et le véhicule n'aura pas de dommages. Mais si tu essaies de contrôler le Ouais. véhicule, tu vas le renverser. Ouais. 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 La C'est vrai. force C va renverser. Dans notre psychisme, il y a des forces. Il y a ce qui est en nous, ce qui est inné en nous, nos envies. Mm. Et il y a ce qui s'oppose à l'extérieur, ce que la société nous dicte. Et Alors, là, il faut trouver le juste et je milieu. vais rebondir sur ce que la société nous dicte et ce qui est nous dicté. Ce qui nous est dicté par la société vient en grande partie de l'école, mais ça vient beaucoup des médias aussi. Parce Oh que, oui, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, les écrans ont plus d'impact sur nous et même sur nos enfants que les professeurs, malheureusement. Bon. ouais, Et donc, j'ai l'impression que dans les journaux ou les chaînes ou même sur les réseaux sociaux qui tendent à ne plus être dans la subversion, mais plutôt à être dans le mainstream, euh, la toxicomanie, elle est traitée comme un fait divers, mais rarement comme un fait social. Donc, est-ce que cette représentation contribue à renforcer le tabou, la culpabilité, ces mots durs qu'il y a autour de la, de la toxicomanie. Et c'est ce qui conduit, par exemple, un de tes amis à être constamment en train de chercher ton approbation. Et en fait, cette autorégulation, il aurait pu la trouver tout seul, ce que tu me disais tout à l'heure pour ton ami qui buvait, etc. Mais le fait est de traiter la toxicomanie sous le biais du fait divers, eh ben, ça nous met de fait dans le biais du fait divers, du haram, de l'interdit, etc. Et on a du mal à l'admettre autrement. oui, c'est l'impact de la religion, ça pèse énormément sur l'édification de notre pensée, de notre personnalité. Mais là, du coup, les médias deviennent les relais religieux et les relais judiciaires. Et donc, Oui, parce que, on oui, nous... parce que on- oui, Oui, le problème excuse-moi, qui se pose, si tu m'excuses, je t'en Wajid, prie. le problème qui se pose, c'est quoi? Quand un interdit est absurde,
Oui, quand tu n'as pas compris l'interdit. c'est vrai. C'est comme quand tu marches sur une route et tu vas trouver un sens interdit. Et le policier qui est derrière toi, il passe. Donc tu Ouais, te dis, mais pourquoi moi je ne peux pas passer? ouais, Donc c'est là que naît le désir de violer cet interdit et ça donne une certaine assurance et une certaine ouais, fierté. ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, l'interdit absurde Mm. est très, très, très dangereux, surtout les adolescents. Ouais. Peut-être un adulte, sa pensée lui permet un tout petit peu de raisonner. Non, j'ai l'impression, alors là, on s'écarte un peu, mais c'est connexe, c'est que les enfants, souvent, ils sont moins enclins à une période de leur processus à la validation sociale. L'adulte est enclin, il a entériné la validation sociale. C'est-à-dire la validation sociale pour un adulte est plus importante que sa perception de la réalité. Alors que pour un adolescent ou un enfant, il a moins besoin de il a moins besoin de validation sociale et sa perception, souvent, elle prend le dessus. Et donc, il y a cette idée de validation, d'inclinaison à la validation sociale pour un adulte. Cette validation sociale, le regard des autres compte moins quand tu es adolescent, quand tu es enfant. Voilà. Oui, là, parce Et c'est que ce qui fait que peut-être braver l'interdit se fait plus à cet âge-là. Parce que pour un adulte, يقول لك drogué, مدروغي, يقول لك فاسق خارج على طريق ربي. Quand tu as 40 ans, c'est un peu dur à... Parce que tu le regard de l'autre compte beaucoup. Alors que quand tu as 16, 17 ans, bon, malheureusement, dans certaines cultures, l'adolescence dure plus longtemps, bizarrement. Parce que dans beaucoup de pays dans le monde, à 18 ans, tu n'es plus adolescent. Ça correspond bizarrement avec l'âge de la majorité. Bon, oui, oui. dans Avant, d'autres pays, l'adolescence, il a 22 ans. Bon, c'est... Mais après, tu vois, si on regarde la science, on nous dit que le lobe frontal s'achève entre 22, 23, certains disent 24 ans. Bon, peut-être qu'on est adolescent jusqu'à 23, 24 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, à cet âge-là, on est moins enclin à être validé par l'autre. généralement, dans les sociétés anciennes, l'adolescence était très très courte. Donc on devient adulte Ouais. le jour où on est marié. Ouais. Et on était Donc il faut... mariés très tôt, donc... Pour moi, c'est très... Tu sais, ça me rappelle un poème de... Je vais essayer de traduire, même si c'est traduire, c'est trahir, de Hitman Gillette, qui disait que, à peu près, le jour où ton cœur a vibré, le jour où tu as aimé, ce jour-là où tu as écrit un poème d'amour, c'est ce jour-là que tu n'es plus un enfant. Ouais. Ah oui, Donc, dans les sociétés anciennes, on est adulte le jour où on est marié ouais, et que tu deviens responsable. ouais, Mais au jour d'aujourd'hui, le- la cellule familiale, le mariage n'est plus comme il était avant. ouais. Ce n'est plus une famille, c'est... Et peut-être entre parenthèses, peut-être on fera aussi une émission sur la famille parce que le couple d'aujourd'hui a beaucoup de choses à dire, Ouais. mon ami. Alors, on essaiera de la faire en arabe, d'accord? Il Oui. faut qu'on la fasse en arabe. On me fait beaucoup la remarque en français, beaucoup de gens se sentent un peu exclus. Bon, c'est ma langue de travail, c'est un petit peu aussi ta langue de travail. C'est pas un choix idéologique. Ah Et puis oui. ça va venir tout seul, comme tu as dit. On reste les médias. Tu vois, on a parlé des médias et un peu le discours du danger, parce que la toxicomanie, elle est traitée sous le biais du danger. Mais l'école, est-ce qu'on t'a déjà invité, toi, dans une école, un collège ou un lycée, et apparemment même dans les collèges, on en a besoin maintenant, puisque ça se propage un peu partout. Est-ce qu'on t'a déjà invité dans une école pour parler de toxicomanie? Généralement, ils n'invitent pas les psychiatres. Généralement, il y a des psychologues à l'école, mais Mhm. qu'ils ont ce savoir-faire? Mhm. Est-ce que le psychologue, quand il parle de, premièrement, des références religieuses à l'interdit, il se réfère à l'interdit, Mhm. et il se réfère à la nocivité
des produits. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fait la prévention. Ouais. La prévention, je dois, je dois allumer des lampes. Plutôt, je te donne une torche. Mm. Si tu veux l'allumer, tu l'allumes. Si tu veux pas, moi, j'ai fait mon devoir. Ouais. Et je te donne une torche quand il fait noir. Si tu veux marcher dans le noir, moi, je t'ai donné une torche et je t'ai expliqué cette torche, l'utilité de cette torche. Là, on peut l'utiliser. Et puis, c'est à toi de. Parce que il faut, il faut parler avec des adultes. Il faut responsabiliser les gens. Parce qu'il ne faut pas les prendre comme des gens qui sont irresponsables. Il faut lui sentir qu'il est responsable et qu'il est capable. Ouais. Donc ça, c'est important. Et que la balle est chez lui. Donc la clé, elle est en lui. Moi, je suis là, je peux l'aider à trouver la clé. C'est comme tout à l'heure, j'ai reçu une de mes patientes, tu lui ai dit, écoute, moi, je suis là pour te tenir la main, pour ne pas tomber, mais c'est toi qui dois marcher. Ouais. C'est à toi de bouger tes pieds. Moi, je te tiens la main. Vous Ouais. voyez? Mais donc, je suis là, je le rassure, mais en contrepartie, toi aussi, tu dois faire un effort. Parce que sinon, à chaque fois, il peut revenir vers toi, il va te dire, non, ça n'a rien donné, ça marche pas. Mais quand tu le responsabilises, donc, même Chiant et dans l'enseignement, tu responsabilises tes ouais. étudiants. Toi, tu es là pour leur ouvrir des fenêtres, des Et portes. moi, je parle de pédagogie du dire. Ben oui, Alors, moi, je n'ai pas peur de débattre d'un sujet pendant des heures. Voilà. Et je n'ai pas envie d'avoir raison. Tu vois, je le fais avec mes étudiants, avec mes élèves, avec mes enfants. Je n'ai pas envie d'avoir raison. Tu vois, je pars en fait, je pense que c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est ne pas vouloir avoir raison à tout prix. Et c'est donc, bien. j'attends d'être convaincu, et c'est la pédagogie du dire, amener l'autre à me dire les choses. Parce que quelquefois, quelqu'un de méchant, que tu perçois comme méchant, lorsque tu l'amènes à te dire des choses, tu te rends compte qu'il a vécu des choses, il a vécu des schémas, qu'il a cru revivre avec toi, et donc il a réactivé des zones de méchanceté pour se protéger. C'est un peu tous les peuples qui ont vécu des choses pas bien, et l'Algérie a vécu des choses pas bien durant la colonisation. Bon, moi, j'en fais pas un terrain privilégié, mais j'en fais pas un tabou non plus. La colonisation, elle a fait ce qu'elle a fait sur un plan identitaire, linguistique, culturel, scientifique, et la psychiatrie y compris. Et Frantz Fanon, dernièrement, j'ai commencé son film très intéressant sur la psychiatrie en Algérie. Il en dit beaucoup sur la situation de la psychiatrie en Algérie. Et donc, moi, je pense que les gens qui ont vécu des choses pas bien dans leur enfance, ou même plus tard, ou même qui se sont hérités, parce qu'on peut hériter les traumatismes. Maintenant, on a la preuve scientifique, hein, les femmes violées transmettent le traumatisme et on retrouve des symptômes physiologiques chez les petits-enfants. Euh, donc, il faut adopter la pédagogie du dire et ne pas vouloir à tout prix avoir raison et laisser l'autre te convaincre. Bien évidemment, le but ultime est de désamorcer et de désamorcer. Et malheureusement, ça, c'est le travail de l'école, tu vois. Normalement, c'est Ouais. à l'école qu'on fait tout ça. Parce que le professeur, on lui fait confiance. En général, un professeur, on lui fait confiance, hein. Qu'il soit un professeur de maths, de chimie, d'arabe ou d'anglais, on lui fait confiance. On le voit pendant des années, quelquefois. Et donc, c'est le travail de... C'est à ça que doit servir l'école, tu vois. Je pense que l'école ne doit pas être un sanctuaire de connaissances. Pour ça, il y a ChatGPT. Mais par contre, ChatGPT, il ne pourra pas travailler avec toi sur la dépendance. Il ne pourra pas adopter cette pédagogie du dire. ChatGPT, il veut te faire plaisir. Voilà, c'est tout. Si tu veux, bah, voilà, fais-le ou ne le fais pas, ou il adoptera un discours plutôt moralisateur, hein, plutôt rationnel, mais il fera jamais ça avec toi. Et je pense que, tu vois, l'école, si elle veut continuer à exister, et même la médecine, si elle veut continuer à exister, c'est plutôt vers ces champs-là, un peu désertés, un peu vides, où on ne parle pas de l'humain. Tu vois, on ne parle pas de ces choses-là, de l'humain. Alors, je parle pas des médias parce que les médias,
Dès lors qu'on est là pour gagner de l'argent, et je suis pas contre l'idée de gagner de l'argent, hein, je suis pas communiste, mais dès lors où on cherche à gagner de l'argent, bah, en général, on fait plus d'argent avec le sensationnel qu'avec la pédagogie du dire, tu vois. Voilà, c'est... Et- là, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. On en a parlé la dernière fois en aparté, Roger. C'est qu'est-ce qui conduit un adolescent? Hein? Qu'est-ce qui conduit un adolescent qui a toute la vie devant lui? Un adolescent de 16 ans, de 14 ans aujourd'hui, il a toute la vie devant lui et à s'adonner à des produits qui sont quand même dangereux. Ça parce que si on arrive à répondre à cette question, on aura peut-être, on peut résoudre quand même 50% des problèmes. Parce Qu'est-ce que qui, qu'est-ce qui pousse un adolescent, tu me disais, à consommer des il a produits toute la dangereux? vie Ouais, devant lui. Il a toute ouais, la vie devant lui. Donc, ouais, qu'est-ce qui le conduit à aller vers ces produits? Donc, au lieu de craquer la vie à plein temps, lui, il détruit sa vie à plein temps. ouais, ouais, Et, ouais, ah oui, parce que euh, c'est vrai que l'adolescence est un peu vulnérable, mais parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de frustration pour vivre l'adolescent. ouais. On vit, nous, dans les sociétés traditionnelles, conservatrices, il y a trop, trop d'interdits. Oui, il y Trop, a trop trop, d'interdits. trop Et même, d'interdits. et il y a trop d'interdits, et même ceux qui le bravent de manière structurée, par exemple à travers l'art, Ouais. ils sont culpabilisés. On leur met une chape de plomb sur eux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Oui. c'est. Et, et l'adolescent, tu le sais aussi bien que moi, c'est quelqu'un qui aime violer les interdits. Oui, Parce que l'adolescent, c'est pas un enfant, et en même temps, c'est pas un adulte. C'est un adulte en devenir. ouais, Et donc, il va garder 50% de ce que les parents lui ont légué, mais il doit avoir 50% d'originalité que c'est lui. Et oui, pour s'affirmer que c'est lui, il doit s'identifier à un groupe. oui, Ah ouais. L'adolescent, généralement, ils vivent en groupe. Il y a les adolescents marginalisés, ça c'est un autre problème. Ça renvoie au pathologique. Mais quand on est adolescent, on a notre groupe, mm, on a nos amis, des gens avec qui ouais, on se voit tous les jours, on se rencontre, on fait tous les coups ensemble. Et puis ouais, on est original. Ouais. Donc si quelqu'un touche à un joint, on doit tous toucher. ouais. Sinon, tu es exclu. Tu me fais penser à quelque chose, c'est la sublimation. C'est un procédé chimique. Ouais. Et la sublimation, c'est transformer. Tu vois, on l'utilise beaucoup en psychanalyse, même si je ne souscris pas totalement à cette théorie. Mais le fait est de sublimer, tu vois, et comment tu vas sublimer? Tu vas sublimer par l'art. Tu parlais d'art. On va Ouais. sublimer par de la musique subversive. Tu vois, à un moment donné, fin des années 90, début des années 2000, le rap euh, a fait un tabac en Algérie. Et comme par hasard, le rap n'est pas né dans les années 90, n'est pas né dans les années 80 en Algérie, parce que ça fait plusieurs décennies qu'il existe ailleurs dans le monde, mais en Algérie, il est venu fin des années 90, début des années 2000. Ça correspond à une période un peu compliquée. Et ça a permis de sublimer toutes ces frustrations, ça a permis de sublimer tout ce vécu dangereux, toute cette situation dans laquelle on a survécu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on revient à l'école, tu vois. Moi, je pense que on envoie des enfants pendant 8 heures à l'école et que l'école, elle propose encore un contenu de la révolution industrielle, tu vois, où il faut apprendre ou par cœur ou pas par cœur, où on est encore sur des débats comme ça. Est-ce que l'école est supposée nous apprendre à lire, à écrire uniquement? Est-ce que l'école doit éduquer, doit pas éduquer? Moi, je pense que l'école doit s'orienter résolument vers l'art, vers la culture. Parce que même si pour un enfant ou un adolescent, ça ne l'intéresse pas tant que ça, parce que, il n'y voit pas d'intérêt, eh ben, peut-être que lui, à travers cet art inintéressant qu'il subit à l'école, il va développer son art à lui. Tu vois? Quelqu'un qui fait une musique urbaine, c'est pas forcément quelqu'un qui aime la musique classique, mais il a rencontré un moment ou un autre de sa vie de la musique classique et il s'est positionné contre et il s'est dit, moi j'aime pas ça, par contre je vais créer ça.
Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est une manière de d'apporter à lui cette situation. Et 50%, elle est inventée, 50%, elle est héritée. Ça crée cette sublimation. Et donc, ça permet, dans une certaine mesure, peut-être d'échapper à ces substances qui finalement permet d'alléger le réel. Hein, Ben, c'est... oui, ben, parce que là, tu touches un point très essentiel, l'art. Ouais, Et même les jeunes dans les quartiers, il faut qu'il y ait des associations qui puissent canaliser cette jeunesse. Ouais. ouais, Tu sais, Wajid, chez chacun de nous, sommes non un artiste. mm, Mais c'est à l'école, aux associations, d'éveiller cet artiste qui somnole en moi. Parce qu'il ne oui, peut pas se réveiller tout seul. mm, Et si cet artiste qui somnole en moi ne se réveille pas, mm, je dois aller vers autre chose. oui, oui, Parce oui, que là, ça procure du plaisir, ça procure de la détente. ouais, 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 Euh, Nous, je ne sais pas, en Europe, est-ce que les activités culturelles comme le théâtre, par exemple, est-ce qu'il existe dans les écoles ou pas? Parce que nous, on l'avait une époque en Algérie. ouais, Moi, j'ai fait du théâtre au primaire. mm, Enfin, pas des grandes pièces de théâtre, mais on faisait des petites pièces de théâtre entre nous. On avait le journal de la classe. Il y avait le rédacteur du journal. Donc, il n'y oui. a pas uniquement, il y a pas uniquement S'il y a ça, dans certaines écoles, tu peux trouver ça, mais pour développer, tu as aussi les conservatoires. le conservatoire. Tu as aussi des conservatoires pour les petits jusqu'à l'âge adulte. Tu peux t'initier au théâtre, tu peux t'initier à la musique, tu peux t'initier à certaines choses. Et donc, mais tu sais, on n'a pas forcément besoin de conservatoire, hein. En Algérie, t'as des hommes de théâtre qui sont à la retraite, qui ne demandent qu'à partager leurs connaissances avec des plus jeunes. Et tu vois, le problème, c'est que le silence se fissure toujours d'abord dans la culture populaire. Ça veut dire que c'est de la culture populaire que naissent toutes les grandes inventions culturelles, tu vois. Et donc, Ah ouais. en fait, c'est de ça qu'il faut partir. C'est d'une situation chaotique et on sait que toujours du chaos jaillit la lumière. Tu vois, si tu prends les grands artistes, les plus grands artistes, c'était des gens qui ont grandi dans des situations cataclysmiques. Et ils ont réussi à se sortir de la drogue, et ils ont réussi à se sortir du marasme culturel. Donc, tu vois, le silence se fissure toujours d'abord dans la culture populaire avant de se transformer en discours légitime. Tu vois? Ouais, Le rap, avant, c'était quelque chose de complètement délégitime. Tu vois, c'était délégitimé à un point, tu peux pas t'imaginer. Maintenant, le rap est partie intégrante, même si la bourgeoisie, ici et là, tente de le reléguer au second plan. Maintenant, ce qui vend le plus de disques dans le monde, c'est les rappeurs. Tu vois, même les chanteuses à moitié nues ne rivalisent pas avec les rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. il faut pousser les gens à aller vers leur propre art, à aller vers, à explorer leurs démons pour aller les exorciser d'une certaine manière avec de l'art. Alors, l'art, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, l'art, ça peut être la calligraphie arabe, l'art, ça peut être... Je veux dire, on n'est pas obligé. Moi, je suis contre le calque occidental, tu vois. Par exemple, si l'Occident est passé par une succession d'erreurs, on n'est pas obligé de calquer leurs erreurs et les transposer dans nos pays. Non. Tu peux t'inspirer de leurs erreurs pour gagner du temps, par contre. Tu vois, ça, il faut le faire. Ça, il faut absolument le faire. Bon. Euh, mais effectivement, il faut aller vers des choses immatérielles, vers des choses comme l'art pour pouvoir peut-être... Alors, avant de nous quitter, j'avais une dernière question, si tu as un Ouais, moment. Euh, la toxicomanie féminine. ouais. On est sur un double tabou, là. Ah, Prendre de l'ampleur. c'est presque absent des données et des récits. On n'en parle quasiment pas. Tu vois? Est-ce que c'est le tabou du C'est tabou? le, c'est le tabou, mais ça prend de C'est le tabou l'ampleur. du tabou. Ouais. Ah ouais, ça fait des ravages, surtout dans les sites universitaires, parce que
À la université, ce sont des filles qui sont loin du milieu familial. Ouais, Donc, elles peuvent se donner à leur libre délire. ouais. Ça fait des ravages. Moi, je ne suis pas en train de stigmatiser. C'est une souffrance, mais est-ce que Non. on ne nomme pas la souffrance féminine sans la moraliser? Tu vois? Euh, Tu sais, dans les sociétés comme la société algérienne, la femme supporte un fardeau énorme parce que la femme, elle est gardienne des traditions. Oui. Euh, c'est la gardienne des traditions, c'est la gardienne de l'héritage culturel. Et du point de vue religieux, يقول لك لا صلحت المرأة صلحت Ah, c'est pas tout à fait faux, parce qu'on le voit dans d'autres oui, sociétés, c'est quand même, il y a une corrélation, tu vois, il y a une oui, certaine corrélation, c'est pas tout à fait. oui, parce que mais aussi la femme aussi, c'est comme l'homme, elle aussi, elle souffre. Oui, Elle aussi a besoin de liberté. et c'est pour ça que nommer la souffrance féminine, c'est toujours plus moralisé, tu vois, davantage moralisé. Et c'est vrai que quelqu'un qui consomme des produits illicites, interdits, enfin voilà, qui est en situation de dépendance, déjà elle est en souffrance. Donc il faut l'aider à s'en sortir et ne pas rajouter du tabou au tabou, de la moralité à la culpabilité, tu vois ce que je veux dire? Avant que j'oublie qu'on se quitte, Wajid, c'est que tout à l'heure, tu parlais de laisser l'être humain, laisser ses démons s'exprimer dans l'art. Oui, oui, Et c'est justement, là, tu touches un point important. C'est parce qu'il y a des blocages qui ne peut pas laisser ces démons s'exprimer ouais, qu'il touche à ces produits illicites. C'est une façon de les contourner parce que quand on touche à un produit de la coca ou du hmm, hashish, n'importe quoi, on essaie de trouver un rêve, d'échapper un tout petit peu à cette réalité. ouais. Cette, On poursuit un ben oui, bonheur cette inaccessible. oui, cette réalité ne me laisse pas m'exprimer, ne laisse pas Ouais, exister. ouais, Donc, je vais prendre autre chose. ouais. C'est comme ça que, parce qu'il y a une énergie en moi, mais cette énergie, euh, j'arrive pas à la comprendre, je ne sais pas comment l'extérioriser, et quelque part, je m'ennuie aussi. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est vrai, c'est vrai, Il y a de la frustration. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui va te dire, essaye ça. Ouais. Et tu vas dire, oui, mais ça donne de l'effet. Bon. Ça donne de l'effet. Avant de nous quitter, je voulais juste revenir en disant que les chiffres donnent l'échelle du phénomène et les mots révèlent la manière dont la société perçoit le phénomène. Et les silences disent ce que nous refusons d'affronter. Et donc peut-être avec l'art, et je vais te laisser une petite phrase pour la fin, une, euh, une note positive avant de nous quitter. Rapide. Ah, je vais te dire une phrase. Là où il n'y a pas d'art, il n'y a pas de vie. Ouais, oui, L'art, oui, c'est la vie. oui. L'art, Euh, je vais terminer par une phrase, si tu me le permets, de Ait Menglet. je t'en prie, vas-y. En rendant hommage à un artiste, il avait dit que tant que le ciel a besoin de ses étoiles, les gens auront besoin d'un artiste. Très beau, très beau. Donc, s'il n'y a pas d'art, bon ami Waji, on ne peut pas exister, on est mort. Donc il Euh, faut à que... chaque fois, à chaque fois que la vie se bloque, il y a l'artiste qui vient pour relancer l'existence. C'est beau, c'est très beau. Bah, je te remercie d'avoir passé ce bon moment avec moi, d'avoir accepté de parler de toxicomanie. De tabous liés à cette toxicomanie pour ma communauté. Je rappelle ma chaîne YouTube Les Confs d'Université, il faut aller s'abonner. Les gens se plaignent souvent de ne pas avoir de contenu de qualité, que les youtubeurs, les personnes sur les réseaux sociaux restent dans la superficialité. J'essaie d'apporter un contenu, j'essaie d'apporter une plus-value sociale, linguistique, culturelle, politique. Et les gens regardent beaucoup, mais ne s'abonnent pas, ne laissent pas de commentaires, ne laissent pas de likes. Donc abonnez-vous si vous voulez plus de contenu comme celui-ci qui nous permet d'affronter la société dans laquelle nous vivons avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de recul.
Et merci beaucoup encore une fois et au plaisir de vous revoir tous et au plaisir de te revoir également, Aziz. À très bientôt. Ami Wajih, à bientôt.